La matinale RCF, le grand invité. Serviteur de l'État, derrière une formule facile, une réalité, donner sa vie pour l'intérêt général. Alors que le corps préfectoral est en voie de disparition, zoom ce matin sur votre parcours au service de la République. Jean-François Carinco, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes énarque, vous avez été préfet pendant des années, notamment dans les départements et territoires d'outre-mer. Vous avez aussi été directeur de cabinet dans les ministères, notamment celui de Jean-Louis Borloo. Puis vous avez été à la tête de la commission de régulation de l'énergie. Ce parcours de service avec passion, dites-vous, de la République, a trouvé son acmé cet été. Vous êtes devenu ministre délégué chargé des Outre-mer. En ce moment, à l'Assemblée, on a un spectacle un peu affligeant où on voit vitupération, invective. Est-ce au service de cette République-là que vous avez voulu vous mettre au service ? Oui, service de la République avec ses difficultés, ses joies, ses peines, ses tremblements, ses procédures un peu compliquées, ses récriminations. Mais ce que je vois globalement dans le débat sur les retraites ne me fait pas plaisir. Me semble-t-il, c'est pas tout à fait cela la République. La République, c'est se mettre ensemble, c'est regarder, poser, et puis il y a une majorité qui décide. Moi, je suis d'une République plutôt démocratie représentative. Justement, la République, parlons-en, puisque c'est l'objet de ce livre Préfet de la République que vous publiez, que vous avez écrit. Qu'est-ce que vous cherchiez à faire avec ce livre ? C'est laisser un testament ou en tout cas des orientations sur ce que doit être la République aujourd'hui, justement dans ce contexte parfois chahuté par les populismes. Bon, d'abord, quand j'ai écrit ce livre, j'étais pas ministre. Je n'ai pas écrit ça depuis que je suis ministre, sinon ça ne... C'est pas possible au niveau du temps. Non, ce que je cherchais, c'est d'abord à me recentrer sur moi-même, à me dire à moi-même pourquoi j'ai fait tout ça, qu'est-ce qui a guidé ma vie, qu'est-ce qui a guidé ma famille aussi, parce que être préfet, c'est quand même une vie de famille un peu chamboulée. D'ailleurs, il est dédié à vos filles, ce livre. Oui, à mes filles qui ont beaucoup souffert de mes changements d'affectation, des menaces qu'elles ont eues personnellement, plusieurs fois, des menaces contre moi. Donc, ce que je cherchais, c'est d'abord à me recentrer sur moi-même, savoir pourquoi j'ai fait tout ça. Vous savez, quand vous êtes à l'âge que j'ai, on se dit qu'est-ce que tu as fait et pourquoi tu l'as fait. C'est ça d'abord que je voulais dire. Et puis ensuite, d'abord, j'avais commencé par un petit texte qui n'était pas celui-là. Et puis, Jean-François Colossimo m'a dit, mais écris donc un livre là-dessus, ce que j'ai fait. Et je me suis dit, c'est bien d'essayer de faire partager ce qui me semble essentiel aujourd'hui dans le monde tel qu'il est, on va y revenir, c'est d'avoir une ligne de conduite, d'avoir un fil conducteur. Et ce fil conducteur, c'est la République. Vous savez, le monde est confronté à des crises gigantesques qui ne font que commencer. Si vous n'avez pas un fil conducteur, si vous êtes dans l'immédiateté, si vous êtes dans le communautarisme qu'il faut satisfaire, alors c'est le début de la fin. C'est le début de la fin du vivre ensemble. Justement, la République aujourd'hui, c'est quoi ? Vous dessinez cette République, on a en tête la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. On entend souvent parler des valeurs républicaines. Pour vous, quelles sont-elles, ces valeurs républicaines ? C'est d'abord, c'est liberté, égalité, fraternité. Mais on l'oublie. Liberté, égalité, fraternité. C'est ça qui nous rassemble. Première idée, c'est une devise forte. Deuxième idée, c'est se rassembler. Se rassembler. Être ensemble. Des fois on gagne, des fois on perd sur ce qu'on pense. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a quelque chose de supérieur à sa revendication, fût-elle légitime, mais l'important c'est de continuer à vivre ensemble et à progresser globalement. C'est progresser ensemble. Ce que je dis, c'est que le monde est confronté à des crises diplomatiques, à des crises écologiques, par exemple, à des crises industrielles, à des crises climatiques, à des crises médiatiques. Est-ce que, pour traverser ces crises, il y a un chemin ? Moi, je crois qu'il y a un chemin. C'est liberté, égalité, fraternité, ensemble. Et vous êtes ministre délégué chargé des Outre-mer, donc vous connaissez bien aussi la problématique de cette archipélisation parfois et de ces crises au sein des populations, de ces communautés, de ces communautarismes dont vous parliez. Est-ce que c'est encore possible ? Est-ce que ce vivre ensemble que vous appelez de vos voeux, on y croit encore quand je pense à Jérôme Fourquet qui écrit l'archipel français, cette archipélisation de la société ? Il y a archipélisation de la société. Physiquement sur l'outre-mer, c'est clair. Oui, c'est vrai. Il y a archipélisation de la société. Alors si l'archipélisation de la société, c'est simplement qu'il y a des questions qui se posent partout et de les constater, alors oui, il y a une solution, c'est la République. Si l'archipélisation de la société, c'est le communautarisme, l'individualisme, alors il faut le combattre. Il faut le combattre fermement. Il n'y a pas de vivre ensemble. Ce qui menace la République, c'est le communautarisme.
c'est l'individualisme, c'est le rejet de l'autre, c'est de penser que soit on est meilleur et que l'autre on s'en fout. Ça, c'est pas possible. Concrètement, d'ailleurs, comment ça se combat, cet individualisme ? Alors, je crois que ça se combat par l'écoute, par le sentiment que le pouvoir doit donner un sentiment de fraternité. Si le pouvoir ne donne pas ce sentiment de fraternité, alors il encourage tous ces communautarismes, ces individualismes qui détruisent la société. Voilà, le problème c'est, est-ce que la société va être détruite? Est-ce qu'on revient au XVIe siècle ou au XIVe, avec des petits groupes partout, le camp des saints, voilà. Ou est-ce que, dans la difficulté, on croit à quelque chose ensemble? Vous savez, la République, elle reprend tout son sens quand c'est difficile. Quand c'est facile, on peut faire ce qu'on veut, mais quand c'est difficile, quand les crises vous assaillent, les crises militaires, les crises diplomatiques, les crises écologiques, les crises sociales, alors, c'est quoi le chemin? C'est chacun pour soi? Moi, je ne crois pas. La République, c'est le contraire du chacun pour soi. Et ce manque de fraternité, puisqu'on entend bien dans ce que vous dites que la devise c'est liberté, égalité, fraternité, il semble manquer la fraternité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la retrouver concrètement? On entend parfois les maires, notamment les maires de petits villages, qui disent qu'au sein de leur village, ça commence à s'opposer. Au sein des villes, on s'oppose aussi. Dans les manifestations en ce moment, on voit une opposition claire. Cette fraternité, où est-ce qu'on la retrouve? Eh bien, je pense que la fraternité, c'est dire « je t'aime », mais ça peut être non. C'est pas de céder à tout. C'est pas de céder à tout. Mais c'est de dire toutes choses avec un grand respect, avec une grande compréhension. Si la République, c'est simplement de dire oui à tout, alors c'est plus que le foutoir. C'est le début de la fin. Mais la République, c'est un moyen, c'est une manière de dire. Une manière de dire, une manière de faire. Et en ce sens-là, les préfets sont au cœur du système. Eh bien justement, les préfets, parlons-en et parlons de leur rôle aujourd'hui. Il y a eu récemment la disparition du corps préfectoral. Je ne sais pas si votre livre est une réponse à cette disparition. Peut-être. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ce qui compte, c'est le métier de préfet, c'est le choix de bons préfets. C'est le choix de préfets engagés. Après, qu'il soit dans tel ou tel corps, c'est pas vraiment mon sujet. Et justement, le préfet, on a l'impression qu'il est de plus en plus à la mainmise du politique. À son arrivée au pouvoir, Emmanuel Macron a mis dehors un préfet, celui des Bouches-du-Rhône, parce qu'il n'avait pas fait ce qu'il fallait dans le cadre d'une manifestation à Marseille. Est-ce que le préfet aujourd'hui, son rôle a évolué? Est-ce que vous avez vu, vous avez été préfet longtemps, vous avez vu l'évolution du rôle du préfet? Pas vraiment. Je crois que le préfet, son rôle reste le même. D'abord, il représente l'État. C'est Emmanuel Macron sur le terrain. La représentation de l'État. En France, c'est l'État qui a fait la nation. C'est pas la même chose que dans les autres pays. On y reviendra sur l'État qui a fait la nation. Le préfet est le cœur de la République. C'est lui la République sur le terrain. Deuxième sujet, c'est le représentant du gouvernement. Donc, il applique les politiques du gouvernement. Pourtant, je pense qu'aucun de nos auditeurs n'est capable de dire le nom de son préfet. En général, c'est des personnes qui sont peu connues ou peu en avant de la scène. Comment ça se fait? Je pense que si le préfet n'est pas assez connu, c'est un tort. Je peux vous dire que, je m'excuse de revenir à moi, j'étais assez connu dans la rue. Le préfet doit être connu dans la rue. C'est un engagement total. C'est pour ça que je le dédié ce livre à mes enfants. Donc, représenter l'État, représenter le gouvernement, être l'interlocuteur total, permanent des collectivités locales, mais aussi des forces socio-économiques, des forces sociales, des forces syndicales, être celui qui rassemble et qui propose des solutions. Et qui, à un moment donné, la solution doit s'imposer. J'ai un sujet comme ça en Guadeloupe en ce moment avec une grève EDF. J'essaye d'apporter des solutions. Mais il n'y a que le préfet qui peut rassembler, qui peut dire ça lâchez, ça vous avez tort de le demander, parce que ce que vous demandez n'est qu'un égoïsme. Le préfet, c'est la lutte contre les égoïsmes. Vous avez d'ailleurs cette formule, l'État qui a fait la nation en France. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en France, il y a quelque chose de singulier dans la constitution de la nation? Oui, si vous prenez les autres pays européens, vous aviez des nations sous forme de duché, sous forme de royauté, sous forme de petites républiques, qui se sont rassemblées, notamment au XIXe siècle, et qui ont fait l'Espagne, qui ont fait l'Allemagne, qui ont fait l'Italie. La France, c'est pas ça. C'est le roi d'Île-de-France, qui avait son petite zone de pouvoir et qui peu à peu a grignoté et a entendu et a étendu tout ça.
Voilà, donc... Et est-ce que ça n'entraîne pas parfois un centralisme à l'excès aussi en France? C'est ce qui menace ma République aussi, ce centralisme à l'excès. Et pour être tout à fait honnête, on distingue la République des territoires du territoire de la République. Moi, je suis pour le territoire de la République. Ceci dit, et c'est pour ça que je défends la politique que mène le président de la République, il y a un équilibre à trouver entre ce centralisme et cette décentralisation nécessaire. Commencé par Gaston Defferre et François Mitterrand, poursuivi par chacun des présidents. Et je pense qu'Emmanuel Macron, le président de la République, a une idée que je partage totalement sur cet équilibre entre République des territoires et territoire de la République. C'est toujours des chemins de crête difficiles. Mais le chemin qu'il trace sur une nouvelle décentralisation me paraît extrêmement fort. Qu'est-ce qu'il a décentralisé? Ça ne remet pas Est-ce qu'il décentralise vraiment? Il décentralise quoi, le président de la République, aujourd'hui? Alors, d'abord, on ne peut pas tout faire à la fois. 2, il a décidé, il l'exprime et il le dit, nous allons réformer ce centralisme trop fort aujourd'hui. Et puis, outre-mer, les avancées suite à l'appel de Fort-de-France, à la réunion de travail du 7 septembre, sont énormes. Je présenterai avec Gérald Darmanin à la Première ministre, début mai, un certain nombre de mesures dans ce qu'on appelle un SIOM, excusez-moi cette technicité. Cette technicité, tout un tas de mesures qui vont dans un sens très fort de décentralisation aux autorités élues de chacun de ces territoires. Jean-François Carenco, avant d'être ministre délégué chargé des Outre-mer, vous avez été préfet, vous avez été aussi directeur de cabinet de Jean-Louis Borloo, notamment quand il était à l'écologie. Oui. C'était il y a quelques années. Est-ce que vous aviez déjà conscience de cet impact écologique? On parle beaucoup de l'écologie aujourd'hui, à juste titre, tant on voit les dégâts que cause le réchauffement climatique et les changements climatiques. Est-ce qu'à l'époque, déjà, c'était une préoccupation qui était au cœur de votre action? Alors, il y a eu le Grenelle de l'environnement. Alors c'était un début, c'était le Grenelle de l'environnement. Oui, c'était au cœur de l'action. Et puis après... Alors pourquoi rien n'a été fait? Mais pourquoi vous dites que rien n'a été fait? Mais on ne vit pas aujourd'hui comme hier. Ce n'est pas vrai, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Simplement, on est une société complexe et on avance pas à pas. Alors est-ce qu'il vaut mieux faire une révolution globale et revenir, allez, il n'y a plus de voitures. Imaginez qu'il n'y ait plus de voitures. 0 voiture à l'instant, 0 fuel à l'instant, 0 avion à l'instant, c'est pas sérieux. Je pense que on peut avoir des gens qui crient, qui gueulent, qui machin. Très bien, ils font activer la conscience sociale. Mais après, vous devez vivre ensemble et progresser. Mais on ne fait plus si cette progression est lente, finalement, on arrivera à la catastrophe. Mais elle n'est pas lente. Elle n'est pas lente, elle est très rapide. C'est la France qui évolue, me semble-t-il, le plus vite dans le monde. Regardez ce qui se passe. La France est championne du monde dans les changements, pour se préparer au changement climatique. Pour préparer, pour avancer sur tous les fronts. La République, c'est avancer sur tous les fronts. Sur tous les fronts à la fois. C'est ce que j'essaye de faire outre-mer, avancer sur tous les fronts pour aller à l'essentiel, derrière. Mais si vous n'avancez pas sur tous les fronts... Regardez ce qui se passe en Afrique du Sud. C'est bien de ne pas avoir d'électricité. Mais c'est un espèce de totalitarisme... j'allais dire, méprisant. Méprisant de croire que, voilà, ils sont pauvres, ils restent pauvres et basta. Non, c'est pas possible. C'est ensemble qu'on fait le chemin. Et sur ce chemin, pour ceux qui le font tous ensemble, je pense que la France est devant. Et la France est devant. En quoi la France est devant? Qu'est-ce qui vous permet de dire que la France est une des championnes du monde en écologie? Eh bien, c'est la baisse de consommation d'énergie en ce moment. C'est la baisse de consommation d'énergie, c'est la baisse des émissions de gaz à effet de serre, c'est la prise en charge, la prise en compte de l'artificialisation des sols. 0 artificialisation des sols. Qui pouvait penser à cela il y a 20 ans? On peut peut-être le rappeler, il s'agit pour les communes de ne plus avoir de nouvelles zones constructibles et exactement. De laisser l'augmentation de la forêt. De la surface de la forêt en France. On ne le dit jamais, de toute façon, on ne dit jamais ce qui va bien. Donc ça, c'est un principe. Et peut-être pour vous, en un mot, tout ça, c'est des motifs d'espérance pour la République? En quelques mots. La République est une espérance. Et l'espérance, c'est la République. C'est des allers-retours. Oui, je pense qu'il y a des tas de raisons d'être espérant, d'être plein d'espoir, si on travaille. Merci. Travailler et travailler encore. L'espérance, ça va être un merci beaucoup Jean-François Carenco. Je rappelle que vous êtes ministre délégué chargé des Outre-mer.